Ouh, le craquage hier de Carlos Alcaraz, éliminé par Gaël Monfils et qui satellise sa raquette avec une violence qu'on n'a jamais vue chez lui depuis le début de sa carrière. Alors, Djokovic est-il encore entré dans son cerveau? Un point sur les aventures de Medvedev et Tsitsipas, alias Tintin et Milou. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec le côté réseau et Carlos Alcaraz éliminé par Gaël Monfils la nuit dernière. On va revenir en détail évidemment sur cette partie avec un coin tactique, mais d'abord les propos, les mots de Carlitos. Alors il a dit carrément en conférence de presse, c'est le pire match de ma carrière. Il enchaîne, j'ai l'impression que c'était donc le pire match de ma carrière. Je ne pouvais pas jouer, je n'y arrivais pas, dit-il. Je me suis pourtant bien entraîné. Les jours précédents, je sentais bien la balle, je bougeais bien. Mais sur ce court, le court central, j'avais l'impression que c'était un autre sport, dit-il. Les balles étaient plus rapides sur le central, elles rebondissaient plus. Ça, c'est un cas de figure qu'on connaît sur les tournois et qui est pas forcément souvent discuté. C'est que les vitesses des différents courts sur un même site peuvent être différentes, sans même parler du recul des courts. Par exemple, on se souvient un Medvedev à Madrid qui était sur un court annexe et qui pouvait pas jouer comme il a l'habitude de le faire en étant à 4 mètres de la ligne de fond à la relance. Non, là, il était obligé d'être un peu plus en avant. Du coup, ça bloquait son tennis. Il dit « J'ai perdu mon contrôle, c'était impossible de gagner ce match ». Je trouve les propos très forts là. C'est impossible pour moi de gagner ce match. Ça veut dire qu'au niveau de la tête, au niveau de la fraîcheur mentale, et ça c'est un thème hein, aujourd'hui, on va en parler, la fraîcheur mentale de Carlitos, elle était pas au top. À propos de son explosion de raquette, il explique « Cela faisait déjà plusieurs fois que je sentais qu'elle allait y passer. Je n'avais jamais ressenti ça auparavant, car j'arrive à garder le contrôle de mes émotions, mais pas aujourd'hui. C'était tellement frustrant que je ne voulais même plus être sur le court. » Carlitos, évidemment, qui paye cet enchaînement Roland-Garros, Wimbledon, finale des Jeux Olympiques, mais aussi peut-être certainement cette finale, justement, des Jeux Olympiques est terminée dans les larmes contre Novak Djokovic, battu contre un Novak exceptionnel à un niveau presque inattendu vu ce qu'il avait montré depuis le début de la saison. C'est une défaite qui peut faire penser à Cincinnati. On l'avait déjà pointé juste après la finale. On avait établi des ponts entre Cincinnati 2023 et les Jeux Olympiques 2024. Pour rappel, hein, Carlitos, il avait mis 6 mois à se remettre de Cincinnati. On espère quand même pour la pépite espagnole que ça va être plus rapide pour se relancer. Un point important également sur Cincinnati, c'est la vitesse du court, ce qu'on résume avec le CPI, Court Pace Index, et on le voit à José Morgado qui nous explique la vitesse du court à Cincinnati a été sensiblement augmentée. En un an, vous voyez donc le ratio était de 34,6 en 2023, on était sur un ratio assez médium, et là on est passé à 42,5. Pour résumer en gros, on a des conditions qui sont explosives à Cincinnati, avec un rebond qui gicle beaucoup, très vite, les balles qui traversent l'air à une vitesse grandiose, donc on peut manquer de contrôle pour certains joueurs, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, on va en reparler d'ici quelques instants, mais ce CPI, en fait, hein, il correspond plus ou moins à la vitesse actuelle du Masters, qui se situe un tout petit peu au-dessus, vous le voyez, 43,9, et j'ai une petite remarque moi perso, c'est, on parle quand même d'un mec, Carlos Alcaraz, qui a remporté 2 fois Wimbledon qui est quand même censé être historiquement le tournoi le plus rapide de la saison. Après, effectivement, le rebond est plus bas, ce sont des conditions qui sont différentes, mais moi ça me choque quand même un petit peu d'avoir un joueur qui dit je peux pas jouer quand c'est trop rapide. Et justement, on va revenir en détail désormais sur cette performance avec quelques petites palettes tactiques, pas piquer des anotons, je vous ai préparé ça, on va revenir à froid sur cette perf et donner un contexte à ce craquage, à cette explosion de raquettes. Alors déjà, mon fils, il a opéré un changement, une petite adaptation stratégique entre le premier et le deuxième set, vous le voyez sur les deuxièmes balles adverses, il s'est considérablement rapproché. Il était à 4 mètres de la ligne de fond en début de rencontre, et à partir de la deuxième manche, il a traité la deuxième balle de Carlos Alcaraz comme le service de Sara Errani. Regardez, il est à 1,50 m à l'intérieur du court, et ça a eu pour effet de presser Carlitos, et ça, il le déteste. Le match qui s'est disputé en 2 fois, on s'est retrouvé donc hier soir, on était sur la moitié du tie-break de la deuxième manche, empoché par Gaël Monfils. On se retrouve donc au début du troisième set, et là on comprend assez vite que Carlitos il est tendu hein, quand même, il manque 2 balles de break sur le jeu suivant, et là on a une volée haute mais vraiment simplissime, hein. Il y a juste à la claquer là comme ça, il va la fracasser dans le filet, et là on sent que le verre est dans le fruit. Sur ce même jeu, Alcaraz qui va réaliser une double faute, 3 gigantesques fautes directes, pas du tout provoquées. En revers, on sentait hein, que ça flottait, il avait du mal à bien s'ajuster avec le rebond, avec un petit peu de vent également, c'est un coup qui lui a fait largement défaut. Et regardez ici, hein, on arrive sur le drama avec le langage corporel de Carlitos, les mains sur les hanches après une nouvelle faute directe sur une balle de break. Il est à 1 sur 7 sur l'ensemble de la rencontre, il a raté des occasions très simples.
mais c'est un peu son péché mignon. Carlitos qui a dit en conférence de presse que la raquette avait pas été loin déjà de partir en fumée quelques instants auparavant, bah c'est justement ici sur cette séquence, vous le voyez là, il y a déjà le geste qui est amorcé. Et donc quelques instants plus tard, bah on arrive sur cette séquence lunaire, 4 énormes fracassages de raquettes, c'est rarissime. Moi c'est la première fois que je le vois, j'ai vu tous les matchs de Carlos Alcaraz depuis le début de sa carrière. Il a déjà un peu jeté ses raquettes, il a déjà peut-être un peu cogné sa raquette, mais comme ça, un fracassage 4 fois à 4 reprises avec une perte de contrôle absolue comme ça, il n'y a pas que la frustration de Cincinnati, je pense qu'elle a bon dos, hein, cette défaite, les conditions, il aimait pas trop, il n'était pas en contrôle, etc. Non, il y a des choses encore dans la tête qui sont pas résolues, je pense qu'au niveau de la fraîcheur mentale, il n'est pas remis complètement de ce qui s'est passé au printemps, au-delà de ses victoires à Roland Garros et à Wimbledon. Ce qui s'est passé en finale des Jeux Olympiques, c'est encore dans sa cabeza. Et juste après ce fracassage improbable de raquette, Carlitos qui va continuer les scories, regardez là on est sur une deuxième balle de Gaël Monfils, à peine poussée comme ça, paf. Et là, il la prend beaucoup trop basse, il est trop loin au retour de service, il va faire une faute directe en longueur, il va se prendre la tête sur une balle de break, c'est impossible à ce niveau-là de faire cette faute-là. On a énormément abordé l'angle Alcaraz, mais parlons quand même de la performance de Monfils, je trouve très bon. Alors au service, il a été malin, il a utilisé parfois la stratégie à la Medvedev, c'est-à-dire une pancarte en deuxième balle, ici par exemple sur le corps, difficile pour Alcaraz de se dégager, mais aussi pas mal de services volés. Des premières qui ont bien répondu dans les moments chauds, c'est un coup central pour Monfils, pour le late Monfils, qui s'est fait sortir quelques heures plus tard par Holger Rune. On enchaîne avec Daniil Medvedev, alors la grosse surprise ça, vraiment, parce que Medvedev, 2 firsts entre Montréal et Cincinnati, logiquement c'est sa meilleure période dans la saison, le dur US, et là on a un Medvedev qui est en crise existentielle. D'abord il y a un gros problème, et ça s'est vu sur ce match contre l'EHK, c'est le coup droit. Il est à 8 coups gagnants, 14 fautes directes, c'est un coup qui a flotté dans tous les sens, un manque de contrôle criant. On rappelle, Medvedev, ce coup droit, c'est son coup faible initialement. Ça a été catastrophique ce coup droit contre l'EHK avec un manque évident de traversée. Ça c'est vraiment le péché mignon qu'il avait il y a 3, 4, 5 ans quand il l'a poussé juste en coup droit parfois. Un autre moment intéressant, c'est cette prise de bec avec Aurélie Tourte. Alors il a commencé à parler en russe, à faire des grands gestes, donc Aurélie Tourte elle lui a dit bon avertissement pour obscénité de langage. Mais je pense pas qu'Aurélie Tourte parle russe, donc du coup c'est ce que lui a dit Medvedev. Il lui a dit mais pourquoi tu me mets un avertissement, tu comprends pas le russe? Elle dit si, je comprends quand même quelques petits mots, etc. Donc c'était un peu un dialogue de sourds. Medvedev ensuite qui a dit que les arbitres ne servaient à rien, mais toujours quand même avec Daniil cette tendance latente à prendre les officiels pour des abrutis, à avoir un espèce de complexe de supériorité quand il leur parle. On peut comprendre qu'il soit agacé par rapport à son niveau de jeu, mais voilà, je trouve que parfois au niveau de la ligne, au niveau du respect, on n'y est pas trop, on est dans l'écœurance. Allez, dernière palette, on a parlé du coup droit de Daniil, parlons de son service. 44% de première balle contre l'EHK, c'est famélique, et pourtant il est pas si loin de prendre le premier set, c'est ça qui est fou. Il est à 7 aces, 7 doubles fautes comme ici, dans cette position. C'est un coup, et ça on en parle depuis des mois, des années maintenant, ça fait 2 ans que son service est aux fraises. Il n'arrive pas vraiment à solutionner ça. Je me demande s'il n'a pas une gêne carrément au niveau physique. On a parlé de Tintin, parlons désormais de Milou Stefanos Tsitsipas qui s'était séparé dans un fracas de son papounet Apostolos à Montréal. Une télénova, la carrière de Stefanos avec le frérot ici. Donc ça c'était le moment où Tsitsipas a dit à son papounet de dégager. Bizarrement c'est pas Apostolos qui tient la raquette sur le court, c'est Stefanos. Et du coup quand il sert pour remporter le match contre Draper et qu'il prend un avertissement pour dépassement de temps, eh bien, il va complètement sortir de la rencontre. Là il va se mettre à parler en grec. Je sais pas ce qu'ils ont, vraiment je sais pas ce qu'ils ont les gars. Stefanos et Daniil là, donc il a parlé en grec à l'arbitre pendant 1 minute. L'arbitre lui dit mais je comprends rien de ce que tu racontes là, pourquoi tu me parles en grec, qu'est-ce qui se passe? Toujours est-il que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un petit peu de mieux dans le jeu de Stefanos, plus agressif, plus d'allant, plus d'impact, notamment en coup droit. Le revers c'est toujours problématique, il faut vraiment qu'il trouve un coach qui lui permette de solutionner ça, que ce soit sur les chops de revers, les retours de revers bloqués, les revers également accélérés, bien frappés en long de ligne. On peut imaginer aussi qu'il y a peut-être toujours un petit peu une douleur au niveau du coucoude. Et je crois que c'est l'heure du coin prono sponsorisé par les Winamax de Winamax. Vous avez un lien dans la description, un magnifique lien, jusqu'à 100 € de freebet pour toute première inscription sur le site de paris sportif de la Leyenda, offre exclusivamente réservée aux adultes consentants. Donc ce sont les quarts de finale à Cincinnati ce soir, cette nuit. Ça commence exactement, vous le voyez sur le programme, à 19 h avec Sinner Rublev. Remake de ce match à Montréal perdu par Sinner qui était complètement fourbu, très fatigué. Donc nous avons Sinner Rublev
Yannick qui est largement favori. Zverev versus Shelton. Ubi Hurkacz contre Frances Tiafoe et Jack Draper contre Holger Rune. Sinner qui a pas joué contre Thompson sur le tour précédent, Thompson forfait. J'ai vu son match contre Mikkelsen, franchement c'était pas non plus méga rassurant quoi. Il a dit ensuite ouais ça va mieux quand même la hanche et tout, mais j'ai trouvé dans les déplacements, au niveau de son visage, au niveau de son attitude entre les points, c'était compliqué. Je trouve qu'il est bas hein, quand même Sinner. Je vois bien Rublev embêter Sinner au moins sur un set. Zverev, Shelton, pareil, hein, je vois bien Shelton prendre un set à Zverev à minima. Alors Hubert Hurkacz contre Frances Tiafoe, pour moi c'est un flip complet. Les conditions à Cincinnati sont excellentes pour le jeu de Hurkacz, mais en même temps, bah, il a quand même montré contre Nishioka au début de la rencontre, c'était pas forcément si ouf que ça sur les sensations physiques, sur son genou. Tiafoe, je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop haut. D'ailleurs, les parieurs sont partis globalement sur Tiafoe à cause de la cote. Et Jack Draper contre Holger Rune. J'ai envie de partir sur un 3-7 sans vainqueur. Rune qui a franchement un coup à jouer pour aller à minima en finale là sur ce tournoi. Ça s'est dégagé de son côté. Il y a Draper, ensuite il y aurait Hurkacz ou Tiafoe. Ça peut être un tournoi qui est très important dans la jeune carrière de Rune. On se retrouve très vite pour continuer nos aventures tennistiques. D'ici là, mon très cher Gaud, porte-toi bien. N'hésite pas à claquer ton plus beau pouce si ça n'a pas été fait en début de vidéo. Et je te retrouve très vite. Je sais pas comment terminer cette vidéo.